On venait d'arriver et d'arrêter la voiture dans le noir. La portière s'était ouverte devant cette sinistre demeure. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Ce n'était pas réellement une sinistre demeure, c'était plutôt une demeure au triste passé. C'était une demeure au triste passé et je me suis avancé. J'ai passé ma main sur les murs et j'ai contourné cette sinistre demeure, en me disant tout simplement que comme moi, comme toi, elle devait avoir un passé, elle devait avoir des émotions, elle devait avoir un vécu. Elle devait avoir un vécu, un passé, des émotions. Je me suis arrêté et je me suis assis sur le muret, en me disant qu'il s'en était peut-être passé des choses ici. Je l'ai regardé, j'ai regardé la voiture, les 4 clignotants sous la pluie. J'ai regardé la voiture, j'ai été fermer la portière et récupérer mon sac. À l'intérieur, il y avait toute une salle énorme, avec plein de lits, les uns en face des autres. Quand je suis rentré, j'ai fait un seul lit. J'ai laissé les autres qui étaient complètement sales. Les autres qui étaient complètement sales et les autres qui n'étaient pas faits, les couvertures qui étaient mises au bord du lit, au bord de la tête de lit, les coussins qui n'avaient pas été mis correctement. Je les ai laissés comme ça. J'ai fait un seul lit et j'ai plié le petit pyjama qu'il y avait sur le côté. Un pyjama à carreaux verts et noirs. Je l'ai plié sur le côté. Et les vêtements du matin de l'enfant qui devait prendre ce lit. Les vêtements du matin de l'enfant qui devait prendre ce lit, je les ai pliés et posés sur le côté. Ensuite, je me suis assis juste sur ce lit. Tu es venu près de moi et tu m'as regardé. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé. Tu as passé ta main dans mon dos et tu m'as dit: que veux-tu qu'on fasse de cet endroit? J'ai levé les yeux, regardé le lustre qui vacillait de gauche à droite, qui était en train de basculer de gauche à droite. J'ai regardé le lustre, je me suis levé calmement, sans dire un mot, et j'ai commencé à te regarder. Et je t'ai dit: je ne sais pas, changer le papier peint, changer les lits, ou alors les garder intacts tels qu'ils sont, des lits en métal, leur donner une deuxième vie, peut-être les vernir, y mettre peut-être une nouvelle peinture blanche, un nouveau matelas, leur donner une deuxième vie, et donner une deuxième vie à cet endroit, autant en bas que en haut. Nous sommes ensuite allés en bas, et nous avons regardé la cuisinière, la cuisine, la salle à manger, une longue salle à manger où on pouvait installer plusieurs enfants, de longues tables avec au moins peut-être une dizaine ou une vingtaine, une trentaine de chaises. J'ai passé ma main sur l'une de ces tables et je me suis dit: aussi ici nous devons mettre une nouvelle vie. Ensuite, je me suis assis contre la table. Tu as mis tes mains sur la table et tu t'es mis tout contre moi, face à mon torse, tu as mis tes mains dans mon dos. Tu t'es mis contre moi et tu m'as embrassé en t'appuyant sur la table. Nous nous sommes tous les deux arrêtés contre l'escalier qui sortait à la sortie dehors, et je t'ai regardé en te disant: bien, maintenant notre mission, ça va être de donner une deuxième vie à cet endroit, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, afin d'accueillir tous les autres enfants. Le matin, Martin s'était levé de bonne heure. Il s'était mis debout sur les lits, alors que c'était encore les anciens matelas. Il avait plié un seul lit du côté du mur qu'il voulait peindre, et avait pris de la peinture. Une peinture blanc cassé. Évidemment blanc cassé pour faire refléter la maison, parce que la maison était autrefois sinistre, faisait peur aux gens. Autrefois cette maison faisait peur aux gens, était sinistre, avait des murs gris avec la peinture et le plâtre qui se défaisaient, les vitres qui étaient cassées, les vitres en guillotine, évidemment, le genre de vitre qui fait peur aux gens. Prenant la peinture en main, le pot de peinture en main, avec son rouleau et son gros pinceau,
qu'il avait par terre, les taches de peinture au pied du lit, il se disait que ça n'allait pas déranger. Ça n'allait certainement pas déranger les enfants. Il allait peut-être passer un bac de jouets au-dessus des taches de peinture, ou quelque chose comme ça, qu'il allait mettre à côté des lits, ou faire un espace de jeu. Peut-être que les taches ne dérangeront pas les enfants. Pas du tout. Ensuite, une personne est arrivée avec un gros camion. Une personne est arrivée avec un grand camion gris, un gros camion qui s'est arrêté juste devant. Le livreur a sorti une boîte. Une petite boîte qui paraissait quand même assez lourde. Il lui a demandé une signature. Martin a déposé sa signature, a regardé l'homme repartir avec le camion, et tout de suite Adam est arrivé. Adam est arrivé et lui a donné a donné un coup de peinture sur les murs, sans même dire un mot, sans même lui dire bonjour, sans même lui dire un mot. À un moment, il lui a tapé sur les côtes un petit peu, légèrement, simplement pour qu'il s'abaisse, pour qu'il s'asseye sur le lit et pour qu'il l'embrasse. Une fois qu'il l'avait embrassé, tous les deux ont commencé à peindre les murs, et une fois que c'était sec, 1 heure après, ils sont revenus dans la chambre. La caisse était au milieu de la chambre. La caisse était au milieu de la chambre, là où il y avait tous les lits, l'un en face de l'autre. Et Adam lui a demandé ce que c'était. Avec le cutter, tout de suite, il a voulu couper, mais Martin a retenu son bras. Il a ouvert, la boîte simplement en défaisant les papiers, les scotch, en défaisant le scotch brun. Il a ouvert la boîte et lui a dit que ce qu'il y avait à l'intérieur était très fragile. Mais quelque chose empêchait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Un simple papier chiffonné. Il l'a retiré et lui a montré. Chaque fois, il lui donnait un clou avec le marteau qu'il avait en main et lui disait « Va mettre un clou à côté de chaque lit ». Ce qu'a fait Adam. Il s'est dirigé à côté du premier lit, a pris le clou dans sa main, l'a mis contre le mur et a tapé. Premier coup de marteau. Deuxième lit, un clou contre le mur, entre son doigt, entre son pouce et son index. Deuxième coup de marteau, un clou à côté du troisième lit. Quatrième coup de marteau, et ainsi de suite. Une fois que tous les coups de marteau avaient été faits et que tous les clous avaient été enfoncés dans le plâtre, Martin a commencé à regarder les clous, bien appuyés, mis correctement droits. Ce n'est pas qu'il doutait du travail de Adam, c'est qu'il voulait voir, s'en assurer. Ensuite, il est revenu vers la caisse, a sorti le papier, l'a déposé par terre, a demandé à Adam d'aller déposer ces petites choses juste à côté du lit. Adam lui a demandé ce que c'était. Il l'a déplié et lui a dit « Laisse-la tomber entre tes mains » et a vu apparaître un chasse-cauchemar. Il lui a dit plutôt que les croix traditionnelles qu'on met au-dessus des lits, je vais accrocher des chasse-cauchemars, histoire que les enfants qui vont venir ici dorment paisiblement et que tous leurs cauchemars soient aspirés à l'intérieur de la toile. Adam l'a regardé et s'est assis par terre. Martin s'est assis juste en face de lui, juste en face de la boîte vide qui les séparait, qui était au milieu de Adam et Martin, assis l'un en face de l'autre. La boîte était vide, il n'y avait plus rien à l'intérieur. La boîte montrait que maintenant tous les chasse-cauchemars étaient accrochés. Ils se sont regardés. Adam s'est avancé, l'a embrassé et lui a dit que c'était une merveilleuse idée, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus inventive que les croix traditionnelles qu'on accroche au-dessus des lits. Il lui a dit que c'était simplement pour la protection des enfants, histoire qu'ils dorment tranquillement, sans faire de cauchemars, sans sans que leurs rêves s'entremêlent. Le lendemain, la voiture de Martin s'arrêtait lentement devant une grande maison blanche, cachée par d'énormes arbres. Cachée par d'énormes arbres, la voiture de Martin s'était arrêtée devant la grille. Martin passa sa main sur le capot de la voiture et envisagea alors d'ouvrir la grille. Il ouvrit la grille, mais la grille, plus lourde et plus forte que lui, ne s'ouvrit pas tout de suite. Il fit un geste à Adam à l'intérieur de la voiture, assis sur le siège passager, en lui demandant « Hé, tu viens m'aider ?» frappant 2 fois sur le capot de la voiture. Il le regarda. On lui dit « Tu viens m'aider ?» en lui disant « Tu viens m'aider, s'il te plaît ?» Adam se précipita, ouvrit la porte tout de suite, mais la porte ne s'ouvrit pas. La portière ne s'ouvrit pas, et il prit alors la place du conducteur, enleva alors la sécurité enfant.
et ouvrit alors la portière. Il partit rejoindre Martin, se mit alors contre lui, son torse contre lui, contre le dos de Martin, mit ses mains sur les siennes le long de ses bras, et l'aida alors à pousser la grille. De l'intérieur, certainement que la mère de Martin avait entendu la grille s'ouvrir toute seule, pour aucune raison. Elle était sortie dehors avec son manteau qui la protégeait, qu'elle avait mis au-dessus d'elle. Elle avait regardé son fils dehors, couvert de pluie, mouillé, trempé, le visage trempé. Elle l'a regardé et lui a dit: Enfin, Martin, pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Elle a ouvert la porte et lui a dit: Viens, rentre tout de suite. Martin est rentré, mais n'est pas rentré comme ça. Il n'est pas rentré comme ça, il est rentré avec la voiture. Il a garé la voiture de travers sous les arbres, et ensuite, une fois à l'intérieur, est tout de suite monté dans sa chambre. Il est monté dans sa chambre, et de l'escalier, il appela alors Adam. Il appela Adam de l'escalier en disant: Adam, tu viens? Adam était monté et était arrivé. Assis à côté de lui dans les escaliers, il s'est retourné en lui disant: Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Martin s'est retourné en lui montrant tous les sacs en tissu qu'il y avait et tous les bacs en tissu qu'il y avait, en disant qu'ils devaient les charger. Ils étaient en train de les déplacer et de retirer tout ce qu'il y avait de vieux jeux, d'anciens livres, d'anciens polars et d'anciens romans qu'ils retirèrent les uns après les autres, couverts de, couverts de poussière, couverts de poussière et de morceaux de plâtre usés, l'intérieur de l'ancienne chambre de Martin. Ils retirèrent alors les livres les uns après les autres, prirent simplement les bacs en tissu, et les mirent alors les uns après les autres, ils les mirent à l'intérieur de la voiture. Ils fermèrent le coffre, et Martin dit alors au revoir à sa mère pour une dernière fois. Arrivés chez eux, ils étaient en train de nettoyer les bacs en tissu. Ils nettoyèrent les bacs en tissu, les dépoussiérèrent les uns après les autres, et les déposèrent à côté de chaque lit. Entre chaque espace qu'il y avait entre chaque lit, il y avait la place pour en mettre au moins un. À partir de là, ils avaient la place pour mettre au moins chaque bac. Chaque bac, ils avaient la place pour en mettre au moins un près du lit, près des tables de nuit, et au moins la place pour dans chaque bac poser un jeu de société qu'ils avaient trouvé à la cave. Maintenant qu'ils étaient prêts, ils avaient pris la voiture de Martin et étaient allés présenter leur projet à un orphelinat. Enfin, ne présentèrent pas leur projet à un orphelinat, mais plus à une assistante sociale qui s'occupait d'un orphelinat. Un certain orphelinat appelé Marie des Anges. Cet orphelinat appelé Marie des Anges, Sainte Marie des Anges, était un orphelinat de jeunes garçons et de jeunes filles. Il possédait deux ailes différentes, deux ailes distinctes, l'aile des filles et l'aile des garçons. La femme qu'ils avaient été voir s'occupait de l'aile des garçons. Certainement des enfants qui avaient des troubles, ou alors certainement des enfants qui souffraient de certaines maladies, qui souffraient de certaines choses. Mais rien n'avait été dévoilé au grand jour. Il s'était assis dans la salle d'attente jusqu'à ce que la femme se présente, un dossier à la main. Martin l'avait regardé avec inquiétude, mais tout de suite mit sa main dans son dos, Adam, en lui disant: Ne t'inquiète pas, ils vont aimer notre projet. Martin, par une vitre, arrivait à voir les enfants qui étaient assis en train de regarder la télé, et suivit alors cette femme qui ouvrit la porte de son bureau. La porte de son bureau grinça sur le sol, et la jeune femme montra alors deux sièges devant son bureau en disant: Asseyez-vous. Elle répéta alors leur nom en disant: Martin et Adam, c'est ça? Martin s'avança en disant: Oui, c'est ça. Moi c'est Martin, lui c'est Adam. Posant sa main dans le dos de Adam, il dit alors à la femme: On possède un orphelinat. On commence un orphelinat et on voudrait récupérer certains cas. Si vous avez pour le moment juste le cas d'un seul enfant que l'on pourrait récupérer, ça nous serait bien pour pouvoir démarrer notre affaire. La jeune femme chercha alors dans les cas d'enfants qu'elle avait à l'intérieur d'un dossier et récupéra un seul dossier. Elle vit alors le nom d'un enfant, un petit garçon. Elle proposa ce petit garçon-ci, Melvin, ayant survécu à un incendie. Ayant survécu à un incendie, elle proposa Melvin, montra une petite photo qui était accrochée au dossier. Elle leur lut alors le dossier. Pas complètement tout le dossier, mais elle leur lut une page pour pouvoir déjà découvrir Melvin. Melvin était un jeune garçon blond. Il avait un frère Oliver, une mère et une sœur.
et un père. Mais tous deux périrent dans l'incendie. C'est ce qu'elle lut, la simple partie où son jeune frère, sa jeune sœur, son père et sa mère ont péri dans l'incendie. C'était tout ce qu'elle leur avait lu pour pouvoir un peu découvrir Melvin. Il avait été traumatisé et énormément marqué par cet incendie. Évidemment, il savait parler, communiquer correctement, mais avait énormément de troubles par rapport à ça. Martin était en train de regarder la jeune femme, confiant. Il se disait qu'il allait prendre soin de son enfant, qu'il savait prendre soin de lui, même s'il avait été énormément marqué par cet incendie. La jeune femme confia alors tout de suite ce dossier sans même hésiter, en disant qu'elle pensait certainement, qu'elle était même sûre qu'ils étaient les bonnes personnes pour s'occuper de Melvin. Elle avait été chercher Melvin et Melvin est arrivé, chipotant à ses doigts. Il est arrivé juste devant Martin. Martin s'est accroupi en lui disant « C'est toi Melvin ?» Hochant la tête mais sans rien dire, Melvin l'a regardé. Adam s'est mis à genoux à côté de Martin en lui disant « Viens, on va prendre soin de toi maintenant. » Melvin prit la main de Adam et prit la main de Martin. Et tout de suite, ils partirent et l'installèrent à l'arrière de la voiture, direction l'orphelinat. À l'intérieur du dortoir, il y avait la pluie qui frappait contre la vitre. À l'intérieur du dortoir, il y avait la pluie qui frappait contre la vitre, et quand Martin était juste à côté du lit de Melvin, il regardait cette vitre contre laquelle la pluie était en train de frapper. Il regardait la vitre. En demandant un moment, en se ressaisissant, il demanda à Melvin « Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire, que je te parle de quelque chose, qu'on parle simplement tous les deux, ou alors qu'on joue à un jeu? Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose avant d'aller dormir ?» Melvin, devant Martin, était déjà occupé à mettre son pyjama. Il était déjà occupé à mettre son pyjama, à mettre ses vêtements du soir, à plier ses vêtements du matin et qu'il avait mis soigneusement sur le côté. Martin, lui, était hypnotisé par la pluie qui frappait contre la grande vitre en forme de cercle, contre l'œil de bœuf qu'il y avait juste au-dessus de la grande vitre en forme de cercle. La pluie qui frappait contre l'œil de bœuf et qui tombait sur la vitre en cercle. Il regardait ces deux vitres et regardait ensuite Melvin, en lui demandant en s'asseyant sur le bord du lit « Tu es sûr que tu ne veux rien? Même pas une petite histoire? Même pas une petite anecdote drôle pour t'endormir? Ou même pas une petite anecdote? Simplement, tu ne veux rien? Tu es sûr ?» Ils passèrent sa main dans ses cheveux, regarda Melvin en lui disant « Ok. » Tu es drôlement indépendant, dit alors Martin. Pour un enfant de 6 ans, tu es drôlement indépendant. Melvin répondit alors tout simplement. J'ai dû apprendre à m'occuper de moi-même tout seul. Ma mère, mon frère, mon père sont tous morts dans un incendie. J'ai dû apprendre à faire ça tout seul. J'ai dû apprendre à m'occuper de moi tout seul, vu qu'ils sont plus là. Martin s'avança près de Melvin, en posant sa main sur sa poitrine. Il lui dit « Mais tu sais, je pense, moi, j'ai toujours pensé comme ça. Je pense que ton père, ta sœur et ta mère sont toujours à l'intérieur, ici. Ils sont toujours à l'intérieur, ici. » Melvin regarda la main de Martin sur sa poitrine en disant « Où ça? À l'intérieur de mon ventre ?» Martin, avec un sourire aux lèvres, leva les yeux et regarda la vitre en forme de cercle. Il regarda les autres lits et lui dit « Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont toujours là, dans ton cœur. Tu dois certainement parfois entendre un souffle, ou alors entendre peut-être simplement le matin la lueur du soleil qui te caresse les yeux. Il se trouve que ce peut être ta mère, ce peut être ton frère ou ta sœur. » Le jeune Melvin s'était simplement endormi à l'idée de ces paroles. Martin ferma la porte le plus lentement possible car il savait qu'elle grinçait un tout petit peu. Il le regardait s'endormir, se tourner du côté du mur et ferma la porte. Il revint alors dans la maison et rejoigna tout simplement Adam qui préparait déjà la table pour manger ce soir-là. Ils profitèrent d'un moment privilégié à deux, buvant un verre de vin à table avec une assiette qui avait été tout préparée par Adam pour fêter
pour fêter simplement le fait qu'ils avaient démarré une nouvelle affaire, qu'ils avaient acheté une maison dont ils ignoraient que c'était un orphelinat. Mais ce soir-là, ils profitèrent d'un moment privilégié à deux. Le soir, Martin reçut un appel de l'orphelinat. Il reçut un appel de l'orphelinat et c'était simplement l'assistante sociale qui avait répondu. Elle dit alors d'une voix calme: Oui, allô? Et Martin répondit: Oui, c'est qui? Ne reconnaissant pas la voix de l'assistante sociale. Derrière le téléphone, sur la ligne fixe, Martin avait entendu des dossiers posés sur un bureau, qui avaient certainement été jetés au coin du bureau. Il les entendit jetés au coin du bureau. Posée sur le côté, elle en ouvrit un seul, et d'une voix qui devenit alors tout au plus sérieuse, elle répondit à Martin: J'ai quelques dossiers qui pourraient vous intéresser. Des dossiers d'enfants. Ils n'ont pas eu de trauma ou n'ont pas eu certaines lacunes dans leur passé, mais certains enfants qui pourraient vous intéresser. Entre une tranche de 4 à 6 ans. Cela pourrait vous intéresser, répondit-elle. Martin, tout content, le sourire aux lèvres, un peu rêveur, regarda alors simplement le plafond. Il répondit: Oui, ça nous intéresse. Mit alors la ligne fixe en haut-parleur. Il mit la ligne fixe en haut-parleur et avec Adam, ils écoutèrent ce qu'elle avait à dire. Les uns après les autres, elle prit le dossier d'un enfant. Elle lut alors son dossier. Cela prit alors une petite minute. Puis ça passèrent au deuxième enfant. Elle lut son dossier. Cela prit une deuxième petite minute. Elle lut alors le dossier du deuxième enfant, et du troisième, et du quatrième. Adam et Martin étaient déjà prêts à prendre leur voiture. Ils demandèrent alors à l'assistante sociale s'ils pouvaient déjà venir maintenant voir les enfants. L'assistante sociale répondit bien sûr que ce n'était pas encore l'heure du coucher, l'heure où les enfants allaient dormir, l'heure où les enfants allaient rejoindre leur lit. Ils pouvaient passer s'ils voulaient dans l'après-midi. Ils prirent alors tout de suite la voiture et arrivèrent à l'orphelinat. L'assistante sociale attendait juste devant la porte. Elle ouvrit la porte, elle ouvrit la grille, elle ouvrit la porte et Martin et Adam la suivèrent. Ils la suivèrent à l'intérieur et il y avait quelques enfants, 3-4 enfants qui attendaient devant la télé, qui étaient en train de regarder un dessin animé. Adam et Martin se posèrent à genoux à côté des enfants, en demandant comment est-ce que c'était son nom, une petite fille aux cheveux bruns, et passèrent sa main dans ses cheveux, en demandant: C'est quoi ton nom? Elle répondit alors qu'elle s'appelait Camilla. À côté, un jeune enfant. Ce jeune enfant aux cheveux blonds répondit alors qu'il s'appelait Oliver. Oliver, lui, était en train de regarder un dessin animé, mais en même temps, par la même occasion, était en train de feuilleter une BD. Il ne regardait pas seulement les mots, il feuilletait les cases, les unes après les autres. Martin s'intéressa à lui plus qu'à autre chose, et les autres enfants, ils restèrent avec eux un petit quart d'heure, et repartirent avec 3 enfants, à l'arrière de leur voiture. La jeune assistante sociale avec des dossiers en main, leur faisait entièrement confiance, car il les emmenait dans un endroit sûr, leur orphelinat à eux. Le petit Oliver, la petite Camilla et la petite Stéphanie furent emmenés à l'intérieur de l'orphelinat. Ils leur déposèrent un lit avec des vêtements chauds qu'il avait pliés soigneusement, et Martin disposèrent alors des jeux au sol. Comme ça, ils pouvaient continuer à jouer comme ils le faisaient à l'orphelinat dans lequel ils ont été cherchés. Et les enfants prirent les jeux les uns après les autres, commencèrent une partie, ou alors prirent les vieux livres de Martin et commencèrent à les feuilleter les uns après les autres. Les enfants étaient occupés de jouer ou de feuilleter des livres. À l'intérieur, dans le dortoir, on entendait des pas, des déplacements. Les enfants déplacèrent les choses, bougèrent peut-être les bacs en tissu, et en dessous, dans la maison de Martin et Adam levèrent les yeux. Ils entendèrent les enfants qui marchaient et qui déplacèrent les choses pour jouer, pour s'amuser. Cela fit une sorte d'ambiance tout de suite beaucoup plus chaleureuse.
Même le feu de bois n'était pas aussi chaleureux que cette ambiance que d'entendre les enfants qui déplacèrent les choses. Martin, qui était en train de regarder la lumière juste devant lui, une lumière blanche étincelante, traversant la fenêtre qu'il y avait juste devant leur chambre. Traversant la fenêtre qu'il y avait juste devant leur chambre, regardant cette lumière étincelante, Martin était en train de réfléchir. Il avait deux, trois, ou peut-être 4 ou 5 dossiers juste devant lui, avec la photo des enfants. Il était en train de les regarder, de lire les pages et de les déposer. L'air lassé, l'air désintéressé, voire même peut-être jusqu'à un air triste. Il regardait ces dossiers les uns après les autres, et dire que tous ces enfants, tous ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons ont vécu quelque chose d'atroce. Derrière lui arriva d'un pas léger Adam, qui s'asseyait sur le côté, enfila un t-shirt noir, retira alors son pendentif et lui mit autour du cou. Il se mit alors juste à côté de Martin. Il se mit juste à côté de Martin et lui dit « Il faut que tu gardes la foi. Faut que tu gardes espoir. » Martin baissa la tête, prit alors le pendentif en main et le décrocha de son cou. Il regarda simplement la croix, la déposa sur le côté et commença à lire simplement. Simplement, il commença à lire d'une voix intelligible mais assez basse. Assez basse, il commença à lire d'une voix intelligible. Chaque mot paraissait bien expliqué. Chaque phrase, chaque paragraphe, chaque phrase était bien expliquée. De manière explicite, il commença à lire tout ce qu'il y avait dans les dossiers, avec des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, ou alors même des chapitres. Il commença à lire et même à réécrire sur d'autres pages. Cela le permettait de lui relaxer. Au-dessus, il entendait les pas des enfants. Il entendait les pas des enfants au-dessus de lui. Il gardait la foi, et Adam, qui était à côté de lui demandait pourquoi est-ce qu'il retranscrivait tout par écrit, histoire de voir une deuxième copie, si jamais ils oubliaient ou si jamais ils perdaient un dossier. Il retranscrivait tout, et Adam s'est couché près de lui, près de Martin, a posé sa main sur la sienne là où il tenait le stylo à billes, et lui a dit « Je vais t'aider, passe-moi un dossier ». Il lui a donné le dossier de la jeune Stéphanie. Lui donnant le dossier de la jeune Stéphanie, Adam ouvrit le dossier, prit une page, prit un stylo à billes noir et commença alors à écrire. Ils levèrent tous les deux la tête en entendant les enfants qui étaient en train de bouger. Martin posa sa main sur le dos de Adam en lui disant « Attends, je vais voir ». Il monta l'escalier et vit les enfants à l'intérieur qui étaient simplement en train de bouger. Les bacs et simplement en train de jouer avec des jeux et de lire les vieux livres de Martin. Martin souria, haussa les épaules en demandant si tout allait bien. Les enfants hochèrent la tête mais ne répondit pas. Tout allait bien, c'était bon. Il ferma la porte et redescendit tout de suite et continua ce qu'il faisait avec Adam. Le soir, alors que tous les enfants étaient en train de dormir, Martin réveilla le jeune Melvin. Il réveilla le jeune Melvin et lui dit « Viens, on va dans le couloir ». Le jeune Melvin se débarrassa alors il se débarrassa de ses draps, de sa couverture, de sa lourde couverture qu'il sentait sur lui quand il dormait. Il regarda la lumière qui traversait la vitre, qui traversait l'œil de bœuf, et regardait les autres enfants qui dormaient. Malgré ça, il réussit alors à sortir avec Martin. Ils s'asseyèrent sur les marches au niveau du deuxième escalier, qui était juste en face de la porte du dortoir. Martin commença à lui parler et lui dit alors « Est-ce que tu veux qu'on aille t'acheter une énorme maison de poupée ?» Il regarda alors simplement Melvin. En regardant Melvin, il lui dit « Une maison de poupée, pas une maison de poupée pour les filles, mais simplement une énorme maison. Est-ce que tu veux qu'on aille t'acheter une énorme maison ?» Melvin le regarda avec un sourire. Quand il comprit que ce n'était pas une maison authentique pour jouer à la poupée, mais simplement une maison en bois qui pouvait simplement servir de décor. Melvin le regarda, simplement. Il le regarda et lui dit « Je veux bien qu'on aille acheter une maison. » Martin lui proposa de faire ça le lendemain, et tout de suite, il repartit coucher Melvin. Melvin se mit alors sous ses couvertures,
rêvant d'une maison en bois qui faisait presque la taille d'un enfant de son âge. Rêvant d'une maison en bois qui faisait la taille d'un enfant de son âge, regardant déjà sur le côté de son lit l'endroit exact où il allait la poser. Imaginant déjà le lendemain où il allait la construire avec Martin, il était en train de s'endormir, rêvant paisiblement de cette maison. Le lendemain, c'était le déjeuner pour tous les enfants. Tous les enfants étaient à la table et il y avait une lumière jaunâtre et blanchâtre qui éclairait la table de mille feux. Alors que la nuit ou alors que le soir, la table paraissait brune et paraissait grise, voire même noire, à cause de la noirceur et de l'obscurité. Le matin, à cause de cette lumière blanche, cette lumière blanchâtre et jaunâtre du lever du soleil, elle paraissait plus qu'autre chose éclairée, et de mille feux brunes, d'un brun tellement agréable à l'œil. Les enfants étaient en train de manger, de se partager un jus d'orange, ou alors de se couper des tranches de pain. Étalèrent dessus alors tranquillement du chocolat. Ou alors étalèrent encore de la confiture, ou que d'autre chose, que sais-je. Ils étaient en train de manger tous. Ils parlaient en même temps qu'ils étaient en train de manger. Certains s'échangèrent des choses à manger, des choses à boire. La carafe qui était en train de glisser d'un côté à l'autre de la table. À un moment, Martin s'asseya juste à côté de Melvin, lui mit une feuille sous les yeux. Melvin qui était en train de manger, mais qui avait déjà repoussé son plat en disant « J'ai fini ». Adam qui était arrivé derrière lui, récupérant son plat, récupérant son verre et récupérant son assiette. Il se mit alors à la laver. Tous les autres enfants récupèrent alors leur plat à eux. Ils récupèrent leur plat à eux et tous les ordures et les déchets qu'il y avait sur la table étaient laissés, nettoyés ensuite par Adam. Martin, qui était à côté de lui quand il n'y avait plus rien sur la table, Martin, qui était à côté de Melvin quand il n'y avait plus rien sur la table, lui avait demandé Martin, qui était à côté de lui demandait de dessiner sa maison. Mais Melvin, qui était près de lui dit Martin, pourquoi tu es si gentil avec moi ? Martin haussa les épaules. Tout d'un coup, sa colonne vertébrale se redressa dans son dos. Il regarda Melvin en lui disant « Dessine-moi ta maison. Comment est-ce qu'elle était ?» Et il mit sa main sur la chaise en disant « Elle n'est pas obligée d'être parfaite. Dessine-la moi. Dis-moi comment elle était. Montre-moi comment est-ce qu'elle était. » Tout de suite, il lui donna un crayon et une boîte de crayons de couleur. Une boîte de crayons de couleur et un crayon. Ils se mirent alors à la dessiner. En la dessinant, il dessina une grande maison telle qu'il s'en souvenait. Juste au moment où il allait faire un trait pour faire les flammes, Martin lui dit « Non, tu n'es pas obligé. » Il leva les yeux et le jeune Melvin regarda alors la maison en disant « Bah, elle était comme ça. » Martin prit le dessin, regarda Melvin et lui dit « Cet après-midi, si tu veux, je t'emmène avec la voiture. On va au village en bas et on va chez un constructeur. On t'achète une maison et tu pourras prendre celle qui ressemble le plus à la tienne. » Tout de suite, Melvin partit avec les dernières feuilles de dessin. Il se mit alors devant la vieille télé, alluma la vieille télé comme il savait comment faire. Il alluma la vieille télé et commença à dessiner le reste de l'intérieur de sa maison, chaque pièce les unes après les autres. Martin s'asseyait à côté de lui, près du dessin animé qu'il regardait, en lui disant « C'est quoi cette pièce-là ? Et cette pièce-là ? Et cette pièce-là » Et Melvin était en train de lui expliquer. Le matin, Martin descendit avec Melvin. Il descendit et gara sa voiture juste en face d'un commerce. Le commerce était ouvert et il y avait une grande banderole blanche qui flottait dans le vent. Cette grande banderole blanche qui flottait dans le vent, qui était très ancienne, un peu déchirée, sur lesquelles les lettres étaient grasses et écrites en noir. Il y avait cette enseigne juste au-dessus qui était en bois, et juste dans le présentoir, derrière la vitre, plusieurs maisons de poupées, et il s'arrêta et regarda les maisons de poupées de l'extérieur. En rentrant,
En rentrant dans le magasin, il y avait plusieurs maisons de poupées qui étaient partout. Des grandes maisons qui faisaient au moins la taille d'un enfant. Ces maisons qui faisaient au moins la taille d'un enfant étaient surprenantes. Martin rentra, poussa la porte, entendit le carillon au-dessus de lui, leva les yeux mais pendant un bref instant. Après, baissa les yeux. Vit alors, au comptoir, un vieil homme qui le regardait. Le vieil homme qui le regardait avec Melvin qui tenait sa main, et lui demanda tout de suite cette question à laquelle Martin s'attendait. C'est votre enfant? Martin regarda Melvin et dit non, pas du tout, c'est pas mon enfant, je n'ai pas d'enfant. Il leva les yeux vers l'endroit où se trouvait son orphelinat, sur la colline un peu plus haut, et dit alors qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, que son copain l'attendait à la maison, que son petit ami l'attendait chez lui, à la maison, et qu'ils avaient ouvert un orphelinat, et que ça, c'était l'un des enfants de l'orphelinat. Il caressa ses cheveux et bourrifa ses cheveux, et dit alors au vieil homme, c'est l'un des enfants de mon orphelinat, je souhaite lui acheter une maison. Il souhaite avoir une maison. Et à cet instant, il prit alors une seule maison. Ils prirent une seule maison en main et la proposa au jeune Melvin. Mais le jeune Melvin regardait une autre maison. Cette maison était éclairée par la lueur du soleil qui traversait la fenêtre et qui traversait le présentoir. Éclairée au beau milieu de la pièce, sur une table en bois qui sentait encore le bois poncé. Il regarda alors cette maison, en disant que c'était celle qui se rapprochait le plus physiquement de sa maison à lui. Il avait son dessin en main, tout chiffonné, qu'il serrait très fort. Et Martin regarda le prix, mais c'était un prix dérisoire. L'homme arriva en disant « Je dois changer d'étiquette ». C'est un prix dérisoire. Martin regarda l'homme changer l'étiquette devant lui, en lui montrant le vrai prix. Il regarda le prix et ne lança pas d'air impressionné. Il ne lança pas d'air impressionné par le prix qui était si cher. Il ne se demanda même pas une seule seconde que ce soit cher ou non. Il prit la maison, sortit son portefeuille, sortit sa carte de banque, paya la maison, et la maison fut déposée en pièces détachées dans son coffre. Il remonta la côte et arriva alors à l'orphelinat. En pièces détachées, Melvin l'aida alors à la déposer à l'intérieur du dortoir, près de son lit. Martin lui dit alors le soir de se coucher, de se mettre sous ses couvertures, et que demain, ils allaient la construire à deux. Ils allaient même la vernir, il avait déjà les pots préparés chez lui dans la maison en dessous. Et il dit au revoir à Melvin, et Melvin rêva de vernir sa maison et de la construire. Près de la maison, en pièces détachées, le lendemain, Martin demanda, assis sur le coffre avec Melvin, pourquoi c'était celle-ci qui avait attiré son attention tout de suite. Est-ce que c'était simplement parce qu'elle ressemblait énormément à sa maison, ou pour autre chose? Melvin était en train de la regarder, même en pièces détachées, dans le coffre. Il dit alors que c'était simplement parce qu'elle ressemblait énormément à sa maison, et qu'il n'y avait aucune autre raison. Martin le regarda et lui dit « Tu es sûr qu'il n'y a aucune autre raison ?» Melvin répondit « Non, aucune autre raison. C'était celle-ci qui m'a appelé, celle-ci qui m'a parlé. Elle m'a parlé le plus profondément, elle m'a touché. J'ai ressenti, en voyant cette maison, comme si je revoyais la mienne. » Martin le regarda et lui dit « Eh bien maintenant tu as une maison. Bien qu'elle soit encore en pièces détachées dans mon coffre, c'est comme si ta maison n'était jamais morte. Tu ne penses pas ça ?» En s'asseyant à côté de lui, maintenant, il pensait ça, que sa maison n'était presque jamais morte. Sa maison était presque jamais morte. C'est comme si elle était toujours là. Martin lui avait mis cet idéal en tête. C'était un idéal plus qu'une mauvaise idée qui avait été mise en tête. Un idéal, une idylle, le fait que cette maison n'était jamais morte. Le fait que la sienne avait été remplacée par celle-ci qui y ressemblait très fortement. Même en pièces détachées dans le coffre, le jeune Melvin la voyait déjà construite dans sa chambre. Le matin, Adam était en train de faire à manger. Martin l'avait rejoint. Il avait rejoint Melvin.
Il avait pris Melvin par la main et l'avait emmené à l'extérieur. Pas du côté où il y avait les voitures, mais du côté du jardin. Du côté du jardin, et il avait tourné sa voiture de l'autre côté. Avait fait tout le tour de la maison, tout le tour de l'orphelinat, et l'avait mis du côté du jardin. Du côté du jardin, près d'un endroit dans la forêt où il y avait déjà un chemin de terre, il avait ouvert le coffre, et sa maison, la maison de Melvin, était à l'intérieur du coffre, en pièces détachées. Melvin était en train de regarder sa maison, même en pièces détachées. Sa maison de bois, sa maison de poupée en pièces détachées, était dans le coffre de la maison. La maison, elle, était dans le coffre juste de la voiture de Martin. Et dans la maison, il y avait les autres enfants qui étaient en train de manger. Il regardait sa maison de poupée, à l'intérieur du coffre en pièces détachées, détacha alors tout de suite chacune des pièces détachées, qui étaient mises dans un plastique qui était très facile à déchirer, à déchiqueter. Il sortit les pièces détachées et les empilèrent sur le sol. Mais tout de suite, Martin prit alors chacune des pièces et les remit à l'intérieur du coffre. Il dit alors à Melvin de les laisser à l'intérieur du coffre, car le sol était humide et il ne voulait pas que sa maison soit abîmée. Il déposa alors une bâche sur le sol, et tous les deux se mirent alors à la construire. Ils se mirent alors à la construire, mur après mur, façade après façade, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il se mit alors à la construire, à deux, juste en face de l'orphelinat. Juste en face de l'orphelinat, face à une grande baie vitrée, où on pouvait voir à l'intérieur de la maison les enfants qui étaient encore en train de manger. Et c'est en voyant ça que Melvin était en train de fixer la fenêtre et que Martin lui demandait ce qu'il y avait. Melvin lui disait qu'il imaginait déjà poser toutes les choses. Melvin lui disait qu'il imaginait déjà poser toutes les choses, tous les personnages en bois qu'il aura et tous les meubles qu'il aura qui auront été faits juste à la bonne taille à l'intérieur de sa maison. Non pas pour pouvoir y jouer, pour qu'elle y ressemble fortement à sa maison qui a brûlé. Martin était à côté de lui en lui disant « C'est une incroyable idée ». Et il regardait aussi les enfants par la fenêtre qui étaient en train de manger. Et rentra ensuite pour débarrasser la table. Le lendemain, Martin et Melvin firent ça à l'intérieur. Les enfants se plaignèrent d'odeurs pestilentielles, non pas des odeurs qui ressemblaient à des odeurs de poubelle ou des odeurs d'ordures, mais des odeurs un peu chimiques. Martin avait ouvert 2 grandes portes en bois, en disant aux enfants qui étaient dans la salle de jeu que c'était simplement l'odeur du vernis pour la maison de Melvin. Les enfants regardaient ce qui se passait dans cette pièce, et ils étaient tous les deux en train de vernir la maison. Le vernis posé sur le côté, qui sentait très mauvais, qui allait jusqu'à la porte et même jusqu'à la salle de jeu. Peut-être que l'odeur passait en dessous de la porte. Les enfants qui s'en plaignaient, mais qui malgré ça étaient concentrés sur les dessins animés qui passaient sur la vieille télé, et concentrés sur les jeux, concentrés aussi même sur les romans et les livres, des gros romans qu'ils ne savaient pas encore lire, mais où ils s'efforçaient de regarder les images. Il s'efforçait de regarder les images des livres et des vieilles BD qui avaient appartenu à Martin, qu'il avait laissées dans les bacs. Avec Melvin, il était occupé de vernir la maison. Melvin avait son petit pinceau, et Martin, lui, avait son gros pinceau qu'il trempait dans le vernis. La maison commençait à se refléter petit à petit sur certains murs en bois qui étaient encastrés dans les autres. Ils ne se servirent pas de colle. Ils ne se servirent pas de colle ou de rien d'autre pour attacher les murs. Le vernis allait sécher. Et l'intérieur aussi. La maison allait tout simplement coller toute seule, comme une grande. Comme une grande, la maison allait coller toute seule. Une fois finie, la maison se reflétait parfaitement dans les reflets du soleil. Une fois que c'était fini, tous les deux, ils se mirent derrière et se mirent à la pousser pour la mettre juste à côté, là où Melvin lui avait indiqué qu'il imaginait la mettre. Tard le soir, chez eux, Adam était en train de servir déjà un verre de vin. Ils étaient en train de boire tous les deux, et une lumière étincelante, rougeâtre et orangeâtre, avec une lumière blanche qui passait presque autour comme un aura,
était en train de cogner les fenêtres. En train de cogner les fenêtres, mais doucement, cette lumière venait se déposer sur chacun des reflets. Martin, qui y était, juste en face de la fenêtre, était en train de regarder plonger dans le noir, juste à côté de cette lumière, l'orphelinat encore éclairé, les chambres et les enfants qui devaient certainement être en train de s'endormir de doux rêves, les enfants qui étaient dans leur lit, sous leur couverture, étaient en train de s'endormir. Peut-être en se regardant l'un en face de l'autre, sur une rangée de lits, ou peut-être simplement en regardant le plafond. Qui sait comment ils étaient en train de dormir. Martin, l'air inquiet, regardait l'orphelinat plongé dans le noir. Il alluma alors une lumière depuis la maison, près de l'orphelinat, un petit peu comme une énorme veilleuse, qui allait veiller sur eux toute la nuit. Mais finissa alors vers minuit par éteindre cette lumière. Adam se rapprocha de lui avec un verre, lui mit son verre de vin dans la main, en lui demandant « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Adam lança un regard là où il regardait, et il regardait l'orphelinat. En lui demandant si c'était l'orphelinat qu'il regardait, Martin se tourna en lui disant « Oui, c'est bel et bien l'orphelinat que je regarde. Que penses-tu qu'ils sont en train de faire, les enfants ?» Adam s'asseya contre le mur en disant « Dormir peut-être. Peut-être qu'ils dorment. Ils dorment très certainement. Ils sont en train de rêver. » Martin continua avec une question. « Et de quoi penses-tu qu'ils rêvent ?» Adam leva les yeux. Il leva les yeux, non pas désintéressé, mais simplement que ses questions continuaient encore et encore. Il se mit à côté de lui en lui disant « Ils vont bien, t'inquiète, tu n'as pas à te faire un sang d'encre. » Tout simplement, Martin leva les yeux aussi, reprit son verre et s'installa dans le fauteuil. Il avait l'air de se faire un sang d'encre, mais Adam était là pour le rassurer. Au final, ils choisissèrent tous les deux de laisser allumer cette lampe comme une veilleuse toute la nuit. Adam et Martin étaient partis tous les deux se coucher. Fermant la porte qui donnait sur le salon et sur la cuisine, ils fermèrent la porte, une porte qui grinçait, une lourde porte en métal et en bois, une porte des temps médiévaux. Ils regardaient cette porte qui s'était fermée et qui s'était calée avec une sorte d'outil en métal. Une sorte d'outil en métal contre la porte la calait au sol. Elle s'était fermée et redescendit d'un petit étage. Redressant alors la couverture sur leurs jambes, Adam s'était resserré un petit peu plus. Contre Martin. Martin, contre le dessus, contre la tête de lit, avait l'air penseur. Il réfléchissait. Il avait l'air d'être en train de penser, de réfléchir, mais surtout plus qu'autre chose, il fixait la fenêtre qui donnait sur l'orphelinat. Il fixait les fenêtres de l'orphelinat qui étaient allumées. Certains enfants ne dormaient pas encore. Ça se voyait aux fenêtres de l'orphelinat qui étaient allumées. Alors finalement, il regarda Adam. Adam déposa son verre d'eau qu'il avait sur le côté. Il prit ses médicaments, une petite pilule blanche qu'il prit. Il la prit en main, prit son verre d'eau, prit une gorgée. Il lui demanda en se rapprochant près de lui « Tu veux qu'on y aille ? Tu veux qu'on parte ? Qu'on aille voir si les enfants dorment ? Qu'on aille voir à l'intérieur de l'orphelinat s'ils dorment bien ?» Martin se mit alors contre lui. D'abord réfléchit un peu. Il regarda l'orphelinat et dit alors « Non, c'est pas nécessaire, je pense. » Il prit son livre et essaya de penser à autre chose. Mais cet orphelinat qui était juste en face de la fenêtre, cette fenêtre calée pile poil au bon endroit pour pouvoir le regarder. Il n'arrivait pas à se concentrer sur ses chapitres, de son livre, sur son livre et sur l'histoire, à rentrer dans l'histoire avec les personnages. Alors il déposa son livre et prit son verre d'eau qu'il avait sur le côté. Lui aussi, il prit son médicament du soir, une petite pilule bleue, bleue et rouge, et puis ils s'emparèrent de son verre d'eau et le jeta. Il le jeta tout simplement dans l'évier. Il se retourna et s'appuya contre l'évier.
en disant « Je veux qu'on y aille, je veux qu'on aille voir là-bas. Je veux qu'on aille voir là-bas. » Et finalement, ils y sont allés. Adam s'est mis contre lui et lui a dit « Ok, viens, on y va. » Ils y sont allés, tous les deux, et ont ouvert la porte. Tous les enfants dormaient. Lorsqu'ils sont rentrés, tout de suite, Martin prit une deuxième petite pilule bleue pour le stress, un antidépresseur, mais aussi un médicament surtout pour le stress. Il prit l'une de ces deuxièmes petites pilules bleues un peu vert. Il en reprit une, et Adam se posa contre le lit avec lui, en lui disant « Tu n'as pas à faire ce genre de choses. Ne prends pas trop de médicaments », tenant la boîte de médicaments qu'il avait avec lui. « Je sais que tu es stressé et que tu t'en veux peut-être un peu pour certaines choses, ou alors que tu es stressé à cause de tous ces enfants que tu vas devoir gérer, qu'on va devoir gérer, en se mettant près de lui. » Il reprit son verre d'eau et partit le vider. Il vida le reste d'eau qu'il y avait à l'intérieur. Adam, près de lui dans le lit, lui disait qu'il veillait sur ses enfants, comme une fée pouvait le faire. Cette nuit-là, Martin s'était endormi, car son médicament était aussi un petit peu assommant. Malgré qu'il fonctionnait pour le stress, il était aussi assommant qu'il le déstressait. Le soir, l'assistante sociale les avait appelés. On entendait en sa voix qu'il s'agissait de quelque chose de toute urgence. Martin s'est assis contre une table et a commencé à lui parler. Elle expliquait qu'il y avait un orphelinat qui avait besoin grandement d'aide. Cet orphelinat qui avait grandement besoin d'aide était en train de prendre des dossiers, mais sans même calculer le nombre d'enfants qui rentraient à l'intérieur. Sans même calculer le nombre d'enfants qui rentraient dans cet orphelinat, il y en avait beaucoup trop de cas à traiter, beaucoup trop d'enfants à qui on ne pouvait même plus donner une chambre. Certains enfants dormaient dans le couloir. Elle est allée les visiter en tant qu'assistante sociale pour trouver une famille à certains enfants. Certains enfants avaient même dépassé la limite d'âge. Elle est allée voir ces enfants, ces jeunes enfants et ces enfants un peu plus vieux qui avaient entre 17 et 16 ans, peut-être même 18 ans, pour la plupart qui étaient majeurs et qui ne devaient même pas être là. Pour la plupart qui devaient déjà avoir trouvé une famille. Elle est allée le visiter et avait dit que c'était urgent. Comme eux venaient de trouver leur affaire, d'ouvrir un orphelinat, ils pouvaient passer ce jour-là juste pour voir les enfants et en prendre quelques-uns sous leur charge. Ils sont passés le lendemain. Martin et Adam sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont sonné. C'était un grand orphelinat, une sorte d'énorme bâtiment. Ils ont sonné et une voix robotique a répondu à travers le haut-parleur. Ils ont dit qu'ils étaient Martin et Adam, qu'ils avaient ouvert un orphelinat, et tout de suite la voix a changé. Cette voix robotique s'est transformée en une voix féminine. C'était l'assistante sociale qui avait répondu « Oui, excusez-moi », c'était le répondeur automatique. En disant « Excusez-moi », c'était le répondeur automatique. Elle a dit « Je vous laisse entrer ». Lorsqu'ils sont rentrés, c'était l'horreur devant leurs yeux. Ce n'était pas l'horreur au sens propre, mais c'était l'horreur. Des enfants empilés les uns sur les autres. Des enfants avec des sacs de couchage qui avaient été virés de leur chambre et mis dans le couloir. Des enfants de 17, 18 ans qui étaient là et qui étaient au mieux d'enfants de 7 à 4 ans. Tous ces enfants qui avaient l'air de s'ennuyer, et tous ces enfants qui étaient traités, ou tous ces enfants qui n'étaient pas traités alors qu'ils devaient être traités en urgence. On leur a donné plusieurs cas, on leur a lu plusieurs cas qui devaient être traités en urgence, mais dont on n'avait pas le temps pour s'en occuper. Même le personnel de cet endroit n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Alors tout de suite, Adam et Martin ont répondu « Comment est-ce qu'on peut aider ?» Ils ont été dans le bureau avec le personnel de l'hôpital, avec le personnel de l'hôpital de l'orphelinat. C'était un hôpital, mais surtout un orphelinat. Avec le personnel, on leur a confié la garde de plusieurs enfants. Le lendemain, plusieurs voitures sont arrivées devant leur orphelinat.
Des gros SUV gris sont arrivés. Il y a d'abord un gros SUV qui est arrivé, avec 3 enfants à l'arrière. L'assistante sociale a ouvert les portes et a laissé sortir les 3 enfants. Un enfant du côté gauche a ouvert la portière et est sorti, et les 2 enfants sont sortis du côté droit, ouvrant la portière. Elle est arrivée avec les 3 enfants, et Martin et Adam se sont mis un genou à terre. Les faisant rentrer à l'intérieur, ils leur ont montré leur chambre, dans le dortoir, ils leur ont montré leur chambre, leur lit, ils ont dit qu'ils pouvaient le choisir, soit tout au fond, soit au milieu, soit plus près de la porte. Pour l'un des enfants qui ne se sentait pas encore bien ici, qui regardait un petit peu partout autour de lui, auquel Martin lui a dit qu'il n'y avait rien à craindre, lui a donné une poupée qui était sur le côté, plutôt un ours en peluche qu'il lui a donné sur le côté, qui traînait dans une boîte, peut-être le sien quand il était petit, et lui a dit que c'était pour lui, pour lui tenir compagnie. Il lui a dit alors de prendre le lit près de la porte, car chaque soir il passerait voir. En prenant le lit près de la porte, il est resté à côté de lui, jusqu'au coucher, le soir. Rentrant à la maison, il avait dit à Adam que cet enfant ne se sentait pas encore à l'aise, pas encore bien ici, mais qu'il allait trouver ses marques. Il était resté près de lui, l'avait bordé, et lui avait parlé un petit peu, même lu un livre, le temps qu'il s'endorme. Mais ce n'était pas pour autant que, parce qu'ils avaient pris quelques cas d'enfants, le cauchemar était terminé. Cela continuait dans cet hôpital. Dans cet hôpital, dans cet orphelinat, dans cet endroit où les enfants, dans cet endroit où les enfants y étaient placés, cela continuait. Les enfants étaient empilés les uns sur les autres. Alors chaque jour, Adam et Martin venaient avec leur voiture. Ils venaient et passaient voir les enfants. Soit ils passaient les voir pendant une journée et restaient là l'après-midi ou alors le matin. Ils restaient là tôt le matin et partaient ensuite l'après-midi, ou arrivaient l'après-midi et partaient ensuite le soir. Ils s'occupaient des enfants et aidaient le personnel à simplement trier les dossiers, les cas d'enfants, ou alors simplement à s'occuper des enfants, leur donner leurs médicaments, manger avec eux, ou alors trouver une famille. Trouver une famille, mais rester derrière un ordinateur pour trouver une famille à ses enfants. Ce n'était pas ce qu'ils préféraient. Ce que préférait Martin et ce que préférait Adam, évidemment, c'était de rester avec les enfants. Alors la plupart du temps, il restait avec eux dans la salle à séjourner et leur lisait des livres, ou alors de temps en temps regardait la télé avec eux, leur demandait ce qu'ils aimaient, parlait, ou alors construisait des maquettes. Peu importe l'occupation, il restait avec les enfants. Ce n'était pas parce qu'ils avaient pris 2 ou 3 enfants que c'était terminé. Eux ne faisaient que commencer leur début dans leur orphelinat. Dans leur orphelinat, leur affaire ne faisait que commencer. Ils avaient pris quelques enfants, et oui, mais cela continuait là-bas. Ils en avaient pris plusieurs autres. Quand ces enfants sont arrivés à leur orphelinat, quand ces enfants sont partis de l'orphelinat, un orphelinat qui était coupé en trois énormes bâtiments. Quand ils sont arrivés à leur orphelinat, un orphelinat plus petit et plus familial, ressemblant à une maison de campagne. Quand ils sont arrivés là-bas, les enfants se sentaient bien, mais pas tout de suite acclimatés au climat de cet endroit. Des grandes prairies, un grand jardin, avec une vieille fontaine cassée sur laquelle les enfants aimaient bien grimper. Mais Martin restait toujours près d'eux pour ne pas qu'ils se fassent mal. Au soir, ils rentraient. Et ils mangeaient tous à une table commune. C'était Adam et c'était Martin qui faisaient à manger. Ils mangeaient tous avec eux. Adam et Martin, eux, ne mangeaient que plus tard, vers 22h, 23h, peut-être même parfois minuit, en s'occupant en priorité des enfants. Ils mangeaient plus tard chez eux, dans la maison qui était juste en dessous du dortoir des enfants. Ici, il n'y avait pas de mélange comme par exemple garçons et filles, car c'était le cas dans cet endroit. Ici, il y avait un endroit pour les garçons, qui était juste au-dessus de leur maison à Adam et à Martin, et un endroit pour les filles, qui était un petit peu plus loin, mais toujours près de leur maison, afin de pouvoir surveiller cet endroit. Et ils passaient tous les soirs voir les enfants qui dormaient. Tout ce qui s'était passé à l'hôpital, tous les cas qu'il y avait en trop, l'hôpital avait été purgé.
Elle avait été purgée des enfants qu'il y avait en trop, des enfants qui étaient trop âgés pour rester là. L'hôpital avait été purgé et pouvait enfin reprendre la même activité que accueillir de nouveaux enfants, de nouveaux orphelins. Maintenant, c'était fini du côté de l'hôpital, du côté de l'hôpital, du côté de ce centre pour enfants. C'était terminé, mais de leur côté à eux, ça ne faisait que commencer. Il fallait qu'ils s'occupent d'autres enfants, qu'ils trouvent d'autres petits orphelins qui ont été dénigrés et délaissés et qui ont été mis dans un centre. Un centre très particulier qui accueille les enfants de moins de 6 ou 7 ans pour s'occuper d'eux. Martin et Adam, eux, faisaient exactement la même chose. À partir de 7 à 14 ans, ils accueillaient des enfants orphelins. Le dernier qu'ils avaient accueilli n'avait que 9 ans. Mais il fêtera bientôt son anniversaire, et Martin comptait bien mettre la main à la pâte pour pouvoir fêter son anniversaire. Quelques semaines plus tard, le jeune Adrien allait enfin fêter son anniversaire. Quelques semaines plus tard, le gâteau est arrivé sur la table. Tous les enfants étaient réunis autour de la table. C'était le matin. Ils avaient préféré faire ça le matin. Ah, le jeune Adrien préférait faire ça le matin que l'après-midi, autour d'un repas chaud. Autour d'un dîner chaud qui sortait tout juste de la poêle ou tout juste du four, il avait préféré faire ça le matin, autour d'un dîner froid. Un dîner comme par exemple des tartines, ou alors comme par exemple un cake, ou comme par exemple un cake au chocolat. Ou peu importe le dîner qu'on allait servir ce matin-là. Des tartines au chocolat, des tartines à la confiture, des tartines au beurre. Peu importe le genre de tartines qu'on allait manger, avec un jus d'orange ou avec de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Un déjeuner complet le matin, avec parfois même pour les enfants, ceux qui en veulent, ceux qui en raffolent, des biscuits secs. Eh bien le matin, non. Il préférait faire ça, le matin. Non pas qu'il ne veuille pas le faire le soir, mais que le soir, c'était moins chouette. Il n'y avait pas de lumière. Alors non, il avait préféré faire ça le matin. Adrien, lui, faisait ça le matin et organisait tout. Il était à l'intérieur et ouvrait bien les portes qui menaient au salon. Les portes qui menaient au salon mais qui coupaient les deux pièces en deux. Le salon et la cuisine. Le salon et la cuisine et la salle à manger. Ils ouvraient les portes pour que tout soit ouvert. Ils accrochaient les banderoles. Et le gâteau, lui, qui avait été mis au frigo, le gâteau qui lui avait été mis au frigo. Quelques glaçons et quelques boissons qu'ils avaient fait. Quelques boissons qu'ils avaient fait aux fruits rouges avaient été mis au réfrigérateur. Toutes ces boissons avaient été mises ensuite sur la table pour qu'elles puissent ensuite décongeler. Elles avaient été faites simplement à l'intérieur des verres. Au congélateur, elles avaient congelé, mais décongelaient lentement sur la table. Ensuite, des pailles ont été mises à l'intérieur. Des pailles ont été mises à l'intérieur des verres qui étaient encore tout froids. Le jeune Adrien décorait la salle à manger, décorait la cuisine. Et ensuite, ils ont sorti le gâteau, déposé sur la table couverte de confettis, d'une banderole blanche au milieu de la table, et d'assiettes qu'il y avait tout le long de la table. Les enfants l'ont regardé, et le jeune Adrien est arrivé. Aucun des enfants, évidemment, ne portait de chapeau, ce n'était pas nécessaire. Évidemment, les cadeaux, Adrien ne s'attendait pas à un grand nombre de cadeaux, mais il savait qu'il allait recevoir quelque chose de Adam. Il savait qu'il allait recevoir quelque chose de Adam, et qu'il allait recevoir quelque chose de Martin. Adrien a regardé Martin et a regardé Adam. Il savait qu'il allait recevoir quelque chose de d'eux. Quand il les a regardés, finalement, plus tard, finalement, le soir, quand tous les enfants étaient réunis et qu'ils avaient déjà mangé le gâteau le matin et fait la fête le matin, ensuite, après les activités qui ont commencé à l'extérieur de l'orphelinat avec Martin et Adam, l'après-midi, quand ils sont tous rentrés, finalement, quand ils sont tous rentrés l'après-midi, eh bien, Adam, enfin,
Adam et Martin pouvaient donner le cadeau tant attendu au petit Adrien. Le petit Adrien ouvrait ces deux cadeaux, deux énormes cadeaux qui avaient été placés non pas en dessous d'un sapin, car il ne s'agissait pas de la fête de Noël, mais en dessous d'une armoire. Caché quelque part, une partie de cache-cache lui attendait. Caché quelque part, une partie de cache-cache l'attendait, afin de trouver son cadeau. Mais il l'a trouvé assez vite, et Martin et Adam se sont mis à côté de lui. Il ouvrait son cadeau, et les bruits de déchirement du papier cadeau qu'il y avait autour du cadeau couvraient le bruit des voitures qui arrivaient devant l'orphelinat. Plusieurs voitures, plusieurs SUV gris et noirs sont arrivés. Les portières se sont ouvertes et des enfants sont arrivés. Par petits rangs de 4, par petits rangs de 3, ils sont arrivés. Et la jeune femme est arrivée juste devant Martin et juste devant Adam, leur confiant certains dossiers d'enfants, afin de purger une deuxième fois ce centre, cet hôpital, qui pouvait maintenant, cette fois-ci le problème était réglé. Le problème avait été purgé. Ils pouvaient maintenant accueillir de nouveaux enfants. Mais l'assistante sociale leur confiait les dossiers de chacun des enfants qui venaient de rentrer. Martin se devait de monter au deuxième étage, de les accueillir et de leur donner à chacun un lit, le lit qu'ils méritaient. Et le soir, tous les deux commençaient à écrire dans le carnet de noms. Ils commençaient tous les deux à écrire dans le carnet de noms le nom de chacun, avaient mis les enfants en ligne pour venir se présenter face à Martin et face à Adam. Et chacun se présentait, et dans les deux carnets de noms qu'ils avaient fermés sur le bureau dans le coin, ils avaient écrit tous les noms, les dates de naissance et leur âge qu'ils leur avaient demandé. Certains enfants ne connaissaient plus leur date de naissance. Mais leur âge, si. L'âge était suffisant. Et leur nom. Une fois que ça s'était fait, les deux carnets, fermés les uns à côté des autres, celui de Martin et celui de Adam, car ils ne partageaient pas le même carnet. Les deux carnets de noms avaient été posés sur le côté. Les enfants étaient en train de dormir et ils sont rentrés chez eux. Tout pouvait enfin démarrer comme ils le voulaient. L'orphelinat était enfin rempli.